Mesdames, Messieurs, chers orateurs, moi on vous souhaite une cordiale bienvenue depuis l'arc lémanique. On a de la chance de notre côté aujourd'hui, on vous accueille avec le soleil. Trois personnes qui vont animer ce débat cet après-midi. En l'occurrence, je suis accompagné par deux membres de la direction de l'ensemble hospitalier de la Côte. À ma droite, Madame Durer, qui est membre de la direction des soins, et à ma gauche, Madame Anne Caron, qui est notre référente expérience patient en charge de tous les aspects de l'administration séjour patient. Nous vous accueillons depuis Morges, qui est l'un des sites de l'ensemble hospitalier de la Côte, avant de prendre le temps de présenter nos quatre orateurs qui nous viennent de différents horizons. Je souhaite vous apporter quelques éléments d'information sur notre institution. L'ensemble hospitalier de la Côte, c'est une institution qui est au service d'une région. Donc, il y a vraiment cet aspect de couverture sanitaire régionale, un bassin de population situé au bord du Léman, en Suisse, un bassin d'environ 180 000 habitants. Il y a quelques particularités au niveau de notre institution. La première, c'est que nous sommes une institution privée, à but non lucratif, reconnue d'intérêt public, donc un statut particulier. De notre côté, c'est un élément qui nous importe. C'est un des aspects qui amène à ce que notre institution ait pris son destin en main, c'est-à-dire qu'on associe d'un côté un mode de management qui est assez propre du privé, avec des aspects d'entrepreneuriat et de responsabilité, mais dans une logique de service à la population. Le deuxième élément, c'est que nous sommes une institution qui a évolué au fil du temps sous la forme d'un réseau. Nous sommes répartis aujourd'hui sur 11 sites avec 3 hôpitaux, une clinique, des établissements de long séjour ainsi que des centres médicaux. On couvre 4 missions, des soins de premier recours, des soins aigus, de la réadaptation et du long séjour. Le dernier élément, c'est qu'au fil de ces années, on s'est adapté en ligne avec notre mission, c'est-à-dire qu'on a ajusté notre offre de soins par rapport aux besoins de la population. On a notamment fait évoluer notre éventail de prestations. On assure aujourd'hui une quarantaine de spécialités médicales. Un des éléments qui nous a amené à être membre actif de SPX, c'est qu'on a la conviction aujourd'hui que de calquer notre offre de soins par rapport aux besoins de santé des patients, c'est bien sûr tout à fait impératif, mais qu'en parallèle de ça, il faut qu'on soit en capacité de compléter cet aspect en répondant aux attentes, et en l'occurrence aux attentes parfaitement légitimes des patients. C'est ce qui nous amène aujourd'hui à être membre. Je souhaite témoigner du fait qu'à ce stade, on a une expérience, on va dire, embryonnaire sur la question de l'expérience patient, et c'est la raison pour laquelle, notamment ce webinaire, nous intéresse tout particulièrement. On perçoit au sein de notre institution qu'il y a un vrai intérêt à faire évoluer nos différentes priorités et bien sûr notre culture dans une perspective de l'expérience patient. Je souhaite profiter de l'occasion pour saluer le dynamisme remarquable de SPX qui, au travers ces nombreuses actions, contribue à la promotion non seulement des mesures d'amélioration, mais également de cette culture qui nous semble impérative dans le monde d'aujourd'hui. Alors, le webinaire d'aujourd'hui, c'est le premier de SPX. Je prends une seconde pour me présenter. Moi, je m'appelle Michael Derame, je suis le CEO de l'ensemble hospitalier de la Côte. Et
le webinaire d'aujourd'hui traite d'un sujet fondamental qui est celui de la gestion du changement visant à faire évoluer la culture d'une institution vers la culture de l'expérience patient. On a l'honneur d'accueillir 4 orateurs des 4 coins du monde, en l'occurrence une oratrice de Belgique, une oratrice de France, un orateur d'Espagne et un orateur du Canada. Vous verrez que ces 4 orateurs ont quelques points communs. Le premier point commun, c'est qu'ils ont du drive et vous aurez l'occasion de l'appréhender. La deuxième chose, et on va s'y attacher, ils ont une expérience pratico-pratique, concrète sur cette thématique importante. Et le dernier élément, ils ont une expérience dans l'évolution d'une culture institutionnelle vers celle de l'expérience patient. Alors, vous avez peut-être pris connaissance des vidéos qui ont été produites par les 4 orateurs. On va prendre le temps pour mettre tout le monde à niveau de céder la parole à chacun des orateurs, permettant aux unes et aux uns de vous apporter un résumé synthétique des éléments saillants de leur présentation. Honneur aux dames, je propose de commencer par céder la parole à Madame Soyoung Straga, qui intervient depuis la Belgique. Madame Straga, vous êtes l'une des fondatrices de l'association SPX, dont vous êtes aujourd'hui la présidente. Vous êtes ce qu'on appelle une Patient Safety Officer au sein d'un établissement de santé reconnu sur Bruxelles, qui est la clinique Saint-Jean. Et vous avez mis un focus particulier dans votre vidéo sur les facteurs d'échec, de difficulté qui freinent habituellement l'évolution des codes et de culture interne vers celle de l'expérience patient. Madame Straga, je vous cède volontiers la parole. Merci, Monsieur Derham. Merci de nous accueillir. Et merci aussi à Madame Caron et Madame Dürer d'être présentes auprès de vous. Donc, en effet, dans cette vidéo, j'aborde le sujet qui nous tient à cœur aujourd'hui par le biais de quelques malentendus. Et c'est un peu sur le ton de l'humour, parce que je pense aussi que dans notre métier, c'est important aussi de garder cette trace d'humour. J'aborde 7 malentendus, mais finalement, on pourrait en avoir 10, 15 ou 20, peu importe. Ce sont des malentendus qui, aujourd'hui, nous montrent à quel point les résistances dans les organisations sont fortes lorsqu'il s'agit de changer quelque chose. Et tous ici, si nous sommes là présents, c'est parce que nous sommes conscients, effectivement, qu'il y a un changement de culture à adopter. On a envie de le faire, les équipes de soins, mais aussi toutes les équipes autres qui travaillent dans les organisations et les hôpitaux sont friands de ça et ils sont conscients qu'ils ont besoin de ça. Mais en même temps, quand on doit mettre la machine en route, en plus de tout ce qu'il y a à faire au quotidien, alors là, c'est là que le bas blesse de temps en temps. Et c'est là que nous, on se dit, on a besoin d'accompagner ces équipes de différentes manières. Et c'est ce sujet-là que nous souhaitons aborder aujourd'hui avec mes 3 collègues ici présents, qui sont des experts du domaine, mais aussi des experts de l'accompagnement du changement, au changement. Et je pense que ça aussi, c'est un aspect important dans les organisations, c'est-à-dire de ne pas rester seul, mais aussi de pouvoir s'entourer de personnes qui soient capables de nous accompagner dans ce modèle de changement. Voilà, c'est vraiment comme ça que je voyais les choses aujourd'hui et je suis ravie de pouvoir partager ça avec mes 3 autres collègues et vous, évidemment, qui nous accueillez. Madame Straga, merci beaucoup. On va poursuivre avec Madame Benoît. Madame Benoît, ce que nous a adressé Madame Straga est très en phase avec votre présentation. C'est vraiment de quelle manière est-ce qu'on parvient à accompagner l'évolution d'une culture institutionnelle, notamment vers celle de l'expérience patient. Madame Benoît, vous intervenez depuis la France. Vous avez été directrice d'établissement de santé
pendant une vingtaine d'années. Vous avez été l'auteur de plusieurs ouvrages. Un élément qui est pas très habituel, mais qui m'a marqué puis qui me parle beaucoup, c'est que vous intervenez dans les établissements en tant que cliente mystère. Au-delà de ça, vous êtes chargé de cours à l'IFROS et vous mettez en effet un focus dans votre vidéo sur la culture d'entreprise en évoquant le fait que malgré le référentiel à quelques ingrédients de cuisine, que dans le fond, cette culture n'est pas une recette. Par contre, il est possible d'y cumuler quelques facteurs de succès sur lesquels vous mettez l'accent. Madame Benoît, je vous cède volontiers la parole. Merci en tous les cas de cette présentation et je voudrais la compléter pour expliquer pourquoi finalement je propose une recette, sachant qu'il serait tentant de vouloir suivre une recette, mais en réalité c'est à chaque établissement de trouver sa recette. Alors pourquoi une recette? Parce que j'ai eu la chance aussi d'être créateur et gérant d'une entreprise de restauration collective pendant 20 ans. Et j'ai commencé par l'expérience client. C'est pour ça que dans mon ouvrage sur l'expérience patient, je parle de lever un tabou parce que la santé n'est pas habituée, ou en tous les cas n'était pas habituée à l'expérience patient. Alors très rapidement, pour faire une recette, il faut des œufs et j'en ai proposé 4. Le E tout d'abord de l'engagement. C'est-à-dire que pour qu'on puisse passer véritablement à une culture d'entreprise où l'expérience patient n'est pas présente, à une qui l'intègre, bien pour moi, il était important qu'il y ait l'engagement de tous, l'engagement de la direction, l'engagement des cadres de proximité et l'engagement de tous les professionnels, à la fois médicaux, paramédicaux. Ça, c'était le premier E. Le deuxième, l'échec. Et là, je reviens à ce qu'a dit l'interlocutrice précédente, c'est-à-dire que la peur de l'échec. Il est évident que lorsqu'on sait que 70% des projets d'entreprise échouent, on peut le comprendre. C'est pour ça que même si on peut être tenté par la recette, eh bien, attention, l'échec peut être là. Troisième point, l'empathie. Alors, tous les professionnels de santé vont se retrouver dans cette qualité importante vis-à-vis du patient parce qu'elle est la base de la relation. Donc, mais savoir trouver sa juste distance, donc ni trop près, ni trop loin. Et enfin, l'expérience patient, qui est le quatrième E, c'est-à-dire pouvoir comprendre le vécu du patient dans ce qu'il a vu, dans ce qu'il a ressenti, dans ce qu'il a entendu. Et ça, c'est vraiment important parce qu'il va falloir apprendre à recueillir ce qu'on appelle les moments de vérité, c'est-à-dire les moments où les attentes n'ont pas été comblées, où les besoins n'ont pas été compris. Et ces moments de vérité sont des pistes d'amélioration pour nos établissements. Et je terminerai en disant, voilà, on peut avoir une recette, mais on ne fait jamais la même recette qu'un vrai chef. Et vous savez qu'en France, on aime nos grands chefs et on pourrait être tenté, mais je crois qu'il faut faire aussi à notre sauce. Très bien. Là, ce sont les professionnels qui ont ce talent. Merci, merci Madame Benoît, avec une référence effectivement aux 4 E qui nous offre une transition facile avec notre orateur suivant qui nous vient de l'Espagne et ça commence effectivement par un E. Donc voilà, je vous présente Monsieur Joan Barrubès, qui est associé auprès de la société de conseil Antares Consulting, qui est une, si ce n'est la société leader en Europe dans le conseil de la santé. Monsieur Barrubès, vous êtes co-directeur du master SAD en management des organisations de santé. Et Monsieur Barrubès, de votre côté, vous mettez l'accent sur quels sont les inputs, quels sont les incitatifs, quels sont les leviers qui amènent une institution à un moment donné à considérer approprié de faire évoluer
leur culture interne. Monsieur Baroubès, je vous cède volontiers la parole. Merci beaucoup, Monsieur Derham. Effectivement, dans les vidéos de présentation de ce séminaire, j'avais mis l'accent sur la première étape pour la gestion du changement, qui est comment créer les sens d'urgence. Et dans ces sens d'urgence, j'aborde plusieurs leviers pour activer ces sens d'urgence. Mais d'abord, je voudrais insister sur un certain paradoxe. Dans la gestion du changement, la première étape la plus importante, c'est de créer les sens d'urgence dans l'organisation. Et comment on peut rendre compatible cette urgence pour le changement sur un sujet, la culture organisationnelle, qui a tendance à être un élément assez structurel dans l'organisation, donc par logique, on verra qu'il y a des évolutions progressives et plutôt lentes que rapides. Donc ça, c'est déjà un premier paradoxe pour la gestion du changement dans la question de la culture, vers la culture de l'expérience spatiale. Et on va avoir 4 leviers. Si ma collègue précédente parlait des 4 E, moi je pourrais parler des 4 incitatifs, les 4 leviers pour accélérer cette sens d'urgence vers la culture d'expérience spatiale. Et on constate que les 4 leviers ne sont pas suffisants en soi-même, chacun d'eux. Il faudra les activer de façon coordonnée. Un premier levier, c'est l'incitatif traditionnel, l'activité. Traditionnellement, l'expérience spatiale s'active parce que les organisations souhaitent avoir plus d'activités. Dit autrement, plus de clients. Je ne suis pas convaincu que ce soit un levier très pertinent pour les hôpitaux, sauf les secteurs très privés. Mais dans la santé, on parle plutôt de l'activité pertinente. Et je ne connais pas beaucoup de professionnels de santé qui travaillent dans des institutions d'intérêt public ou public, qui souhaitent avoir plus de patients, qui souhaitent plutôt travailler mieux, faire des actes pertinents qu'avoir beaucoup plus de patients. Le deuxième incitatif, c'est le système de financement des hôpitaux. Aujourd'hui, le système de financement finance l'activité principalement, mais ne finance pas ni la qualité, ni les aspects d'expérience spatiale. Il faudra faire évoluer, il faudra activer cette levier si on veut changer les organisations et leur culture. Un troisième incitatif qui existe, c'est le changement des attitudes des patients. Dans le passé, les patients faisaient leur choix par rapport à l'hôpital et aux médecins en fonction de l'excellence clinique et comment ils percevaient l'excellence clinique de l'institution ou des médecins. Aujourd'hui, de plus en plus, ils le font pour lier à l'expérience spatiale. Et ça change par génération. Les baby boomers, seulement les 20% sont prêts à changer d'établissement de santé ou de médecins dans les années qui viennent. Mais pour les millénials, cette ratio augmente jusqu'à 60%. Donc, c'est déjà un incitatif important. Et le quatrième incitatif que j'explique dans les vidéos, c'est l'éthique professionnelle, qui est un levier important. Probablement, n'est pas un levier à forte vitesse, mais un levier qui apporte des débats profonds sur la prise de décision médicale partagée entre les médecins et les patients, entre les soignants et les patients. Et ça, c'est un élément qu'il faudra aussi activer. Comment, à travers de l'éthique professionnelle, de travailler mieux, de mettre vraiment les patients au cœur du système, peut être un des 4 incitatifs actifs. Merci, M. Baroubès. Dans le prolongement de ce que vous adressez, à partir du moment où on part du principe que les conditions sont réunies permettant de déclencher une démarche interne, je souhaite céder la parole à M. Jean-Guillaume Marquis, qui nous intervient depuis le Canada, en l'occurrence le Québec. Monsieur Marquis, vous êtes chef de service de l'expérience usagée au sein d'un grand réseau de l'ISTRI, un réseau qui compte presque 20 000 employés, ce qui fait qu'on est vraiment dans une structure importante, au service également d'une grande région, un réseau, je ne suis pas sûr de le prononcer correctement, mais vous me corrigerez après, dont l'abréviation c'est le CIUS,
sauf erreur, mais vous aurez l'occasion de le préciser si nécessaire. Votre présentation met l'accent et on voit bien hein, que à partir du moment où il y a eu une volonté institutionnelle de porter un projet, c'est quelque chose qui s'est inscrit sur du long terme avec une approche très construite, très aboutie, une méthodologie, donc un plan qui a été déployé et votre expérience est particulièrement intéressante parce que à vous entendre, on appréhende le fait qu'il y a un bon bout de chemin qui a été réalisé, il en reste encore, mais il y a déjà toute une série de résultats très, très concrets à faire valoir. Monsieur Marquis, merci de votre présence et je vous cède volontiers la parole. Merci beaucoup, Monsieur Durand. C'est une excellente synthèse là, que vous venez de faire. Donc, moi, j'œuvre dans un établissement public qui, effectivement, ne cherche pas à avoir plus de parts de marché, mais cherche certainement à avoir des soins plus accessibles, plus sécuritaires, à moindre coût. Donc, moi, je travaille dans une direction qualité-performance d'un grand établissement comme cela. L'acronyme, vous l'avez bien dit, c'est le CIUS de l'Estrie CHUS. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a plusieurs centres d'hébergement pour personnes âgées, plusieurs hôpitaux, tous les services à domicile, puis également le volet CHUS, donc un centre hospitalier universitaire qui est celui de Sherbrooke, qui est la ville où je me trouve présentement. Donc, effectivement, un peu plus tôt, on parlait de recettes. Donc, nous, dans la présentation que j'ai faite, je n'ai pas nécessairement parlé de recettes, mais d'ingrédients, en l'occurrence, 8 actions structurantes qui sont un peu là, parmi les suivantes, la question de la participation des usagers dans la vision, le modèle de performance, d'avoir un cadre de référence pour avoir un vocabulaire commun, que tout ça se reflète dans un plan annuel dans lequel il y a un objectif stratégique avec des indicateurs qui sont pilotés par toutes les directions, qui a associé à ça une stratégie d'habilitation des gestionnaires. On a près de 600 managers chez nous, qu'on a des processus, des outils, l'accompagnement disponible et puis également qu'on y alloue des ressources. Donc, c'est un peu nos actions structurantes. Et puis là, ben, effectivement, il nous reste à vraiment concrétiser des changements de pratiques perçus par les patients, les équipes. Tout ça en contexte de crise sanitaire parce qu'il n'y aura jamais nécessairement de bon timing ou de bon moment pour aller de l'avant. Il faut le faire à travers ce qu'on a déjà à faire. Et puis tout ça, c'est bien résumé dans je me permets ici là, de parler de l'article dans le Gestion hospitalière de janvier 2019 qu'on a écrit en collaboration avec la précieuse collaboration de l'Institut français d'expérience spatiale. Je salue M. Ama Kouevi, le président. Donc, pour les gens qui veulent plus de détails, c'est dans le Gestion hospitalière de janvier 2019. Voilà. Magnifique. Merci beaucoup, M. Marquis. Merci à vous quatre pour cette synthèse de chacune de vos 4 présentations que vous pourrez retrouver facilement sur le site internet de SPX. On va à partir de là démarrer. On avait initialement prévu de démarrer ce premier séminaire au travers d'un débat où j'espérais avoir l'honneur de vous accueillir, vous 4, dans le cadre d'une table ronde à Morges. Les événements de ces derniers mois on nous a amené de notre côté à nous adapter, raison pour laquelle on a basculé sous cette forme-là, qui est une forme de webinar. L'événement en question, c'est un événement qu'on retrouve sur toutes les langues et dans pratiquement toutes les discussions aujourd'hui. Donc, un sujet omniprésent qui est celui du Covid. Un sujet omniprésent, mais qui a des impacts en termes de vécu de la part des patients. Et de mon côté, j'ai une première question. Et je pense, Monsieur Marquis, que vous êtes bien placé pour initier ce débat-là. Une première question qui est celle de savoir, dans le fond, est-ce que la situation actuelle du Covid peut être perçue ou transformée comme étant une opportunité ou un levier
pour une institution qui s'intéresse à la question de l'expérience patient. Peut-on faire de cette situation-là un facteur favorable au déploiement d'une démarche institutionnelle d'expérience patient? Oui, bien, tout à fait. J'en ai glissé un mot à la fin de la présentation préenregistrée, mais en toute honnêteté, chez nous, la première vague de COVID, on l'a vécu à partir de la mi-février et ça s'est étalé jusqu'à la fin de mai. En toute honnêteté, les premières semaines, effectivement, ils ont eu comme effet de limiter ou de restreindre ou de suspendre les activités que nous avions en cours en termes de participation des usagers, de captation de l'expérience patient. Ceci dit, en cours de route, on a été, je dirais, fait preuve d'agilité pour saisir la balle au bon, puis se dire non, dans notre vision de l'établissement, on est convaincu qu'on a avantage à agir avec les usagers, avec les patients, les proches, la population pour améliorer la performance de l'organisation en termes d'accès, de sécurité, d'efficacité des traitements, d'utilisation judicieuse des ressources. Et puis, ces personnes-là, ces patients-là peuvent nous aider à mieux gérer la crise sanitaire. Donc, c'est sûr que sur l'électrochoc initial, on n'en était pas à concrétiser des actions, mais par la suite, à partir du mois de mai, juin, puis là, tout l'été, on a travaillé fort à 3 égards pour inclure la perspective des patients. Premièrement, dans le bilan, l'espèce de post-mortem qu'on fait de notre première vague de COVID. Et puis de ça, on a identifié des actions pour se préparer à une deuxième vague. Chez nous, là, c'est la fin d'août. La rentrée scolaire, c'est cette semaine. On s'attend à avoir peut-être un contre-coup dans les prochaines semaines. Donc, on a aussi mis à contribution des patients pour planifier la deuxième vague. Et puis même qu'on a mis sur pied un groupe qui se projette dans le temps en termes de rétablissement de la population sur un horizon temporel de 2, 3, 4, 5 ans. Et puis, la perspective des patients va également être utile dans ces travaux-là. Donc ça, tantôt on parlait de démarches structurées et de planification. Effectivement, ça prend un plan, mais dans tout ça, il faut faire preuve d'agilité puis constamment reprioriser. Puis là, ces mois-ci, c'est très clair que c'est la crise sanitaire qui nous occupe et puis on trouve des façons très concrètes, soit en traitant en travaillant davantage avec les échos qu'on a de notre commissaire aux plaintes, mais également des comités des usagers. On a fait des sondages et puis on a certains patients qui participent à des tables de réflexion, exemple éthique, sur l'accès aux ressources en période de COVID. Donc, c'est différentes façons qu'on a de capter l'expérience des patients pour la rendre utile à la gestion de la crise sanitaire. Merci, M. Marquis. Merci. Monsieur Baroubès, qu'est-ce que vous inspirent les propos de M. Marquis, sachant que vous avez mis dans votre présentation vraiment l'accent sur un des facteurs ou un des leviers, c'est l'appréhension d'un certain degré d'urgence. Est-ce que le Covid peut être perçu comme un de ces aspects-là? Je vous cède volontiers la parole. Merci. Je ne suis pas encore convaincu, je ne suis pas encore en mesure d'affirmer que le Covid peut être un déclencheur pour l'expérience patiente en soi-même. Hein. Je pense qu'il peut l'être directement, mais principalement, je suis convaincu que le Covid, de façon indirecte, peut être un déclencheur de changement de la culture organisationnelle. Pourquoi? Parce que c'est une chose qu'on a appris pendant la COVID-19, c'est qu'on peut changer. On n'a jamais changé si rapidement que pendant cette période. On a changé les processus de prise en charge. On a travaillé, pour la première fois, on a abandonné au moins pendant certains mois les silos. On a travaillé vraiment en multidisciplinarité. On a accéléré la prise en charge non présentielle avec les nouvelles technologies, la télémédecine, les contacts non présentiels. Donc, une chose peut nous faire apprendre la crise sanitaire de COVID-19, c'est que changer l'organisation et changer les cultures est possible et
peut-être on peut le faire assez rapidement. Merci. Madame Straga, est-ce que de votre côté, de manière pratico-pratique, la situation particulière avec ce que ça génère au niveau du ressenti et du vécu des patients vous a amené de votre côté à déclencher particulièrement certaines actions et si oui, est-ce que vous pouvez nous apporter des exemples concrets? Oui, très concrètement. Alors, on n'est pas, comme Monsieur Marquis, aussi loin dans notre processus, mais néanmoins, cette crise nous a permis effectivement, en tout cas, de faire de l'expérience avec nos partenaires au sein de la clinique. J'entends par là, je prenais l'exemple de Madame Benoît qui dit, ben voilà, c'est une recette et il faut finalement s'approprier la recette. Et ne pas, moi je traduis ça par, il ne faut pas avoir peur d'essayer quelque chose. Et c'est ce qu'on a fait ici à Saint-Jean lors de la crise, c'est qu'on s'est rendu compte que quand on parle d'expérience patient, on parle évidemment beaucoup du contact du patient avec le prestataire de soins. Donc, quand je dis prestataire de soins, ce sont effectivement les médecins, effectivement les infirmiers, les paramédicaux, etc., etc. Mais au-delà de ça, vous avez toute la structure de l'hôpital et dans la structure, par exemple, si on prend le service des admissions. Tout simplement, on s'est aperçu pendant cette crise qu'avec le service des admissions, avec le service des secrétariats médicaux, on avait là du personnel qui était là, qui n'était plus, on n'en avait pas besoin pour faire le travail habituel. Et on s'est dit, les patients sont chez eux, ils sont quelque part angoissés parce que finalement, ils avaient des prestations qui étaient enregistrées et on a dû, du jour au lendemain, quasiment, je dirais, sur une semaine, annuler toute une série de prestations. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec ces patients? On ne va pas les laisser chez eux, même s'ils sont entourés, dans leur angoisse. Eh bien, du coup, on a transformé le modèle très rapidement et ce personnel des admissions, ce personnel des secrétariats, ce personnel de la téléphonie s'est mis ensemble, ont travaillé ensemble pour prendre contact de manière spontanée avec les patients. Et donc, on sait que le patient, évidemment, est souvent reconnu comme étant le patient du médecin, parce que bien sûr, la prestation est réalisée par les médecins, mais tous ces patients qui étaient là chez eux, avec cette angoisse de on a annulé mon rendez-vous, quand est-ce que je vais avoir un rendez-vous, est-ce que j'aurai un rendez-vous, est-ce que je pourrai me rendre à l'hôpital? Toutes ces étapes-là ont évolué sur 2 mois et nous avons décidé d'avoir ce contact permanent avec les patients. On les a appelés une première fois pour leur dire, voilà, votre consultation ou l'acte qu'on devait réaliser est annulé. On ne sait pas vous donner encore de date exacte, mais on vous recontactera. Et on a profité de ce moment de contact pour leur demander, oser leur demander comment ils vont, comment ressentez-vous les choses. Est-ce que nous, en tant qu'hôpital, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous aujourd'hui? Est-ce qu'on peut bavarder avec vous? Alors, ça n'a l'air de rien, mais c'est du personnel administratif qui, en général, gère les choses de manière assez automatique, j'ai envie de dire. Et donc là, ils se sont engagés dans tout à fait autre chose. Et je reprends un point que Mme Benoît a soulevé tout à l'heure, c'est l'empathie. Je crois que ceci a de particulier dans la crise de Covid, c'est que pour la première fois, probablement dans le système de santé, chaque prestataire de soins, mais chaque travailleur du système de santé est lui-même concerné par le Covid, parce qu'il peut lui aussi contracter la maladie, que ce soit en réalisant son travail, mais aussi dans sa famille, dans ses activités, etc. Donc, ce jeu de miroir et cet écho, il est là. Et ça a permis vraiment à notre personnel, j'ai envie de dire administratif, je les englobe dans ce terme-là, de se dire, waouh, alors le patient, c'est ça. Ce n'est pas qu'un document que je gère, ce n'est pas qu'un numéro de téléphone, c'est ça. Et donc, du coup, d'avoir ce contact et le retour des patients dans ces contacts ont été, et j'emploie ce mot, mais c'est la réalité, ont été magnifiques. Parce qu'il y avait une chaleur humaine et un remerciement. Vous ne m'oubliez pas dans ce contexte-là. Alors, ici, on ne parle pas de technologie ou de choses qui coûtent beaucoup d'argent. C'est sûr, il y a du personnel, mais on parle vraiment du contact humain que nous avons pu mettre en place très rapidement dans ce contexte-là. Et ça a été un bénéfice pour les patients, mais aussi pour le personnel administratif.
Ouais, merci pour cet exemple très concret, Madame Straga. De votre côté, Monsieur Marquis, vous avez évoqué la manière avec laquelle ça vous a amené à réagir, à avancer dans cette situation particulière. Vous avez peut-être deux exemples concrets d'actions complémentaires à celles que vient d'adresser Madame Straga, que vous avez déclenchées et qui vont dans le sens d'améliorer, dans le fond, ce vécu des patients dans un contexte particulier? Oui, je vous remercie, M. Doran. Je me rends compte que j'avais certains éléments plus concrets à partager. Donc, effectivement, nous aussi, les patients nous ont reflété que pendant la COVID, il y avait des besoins accrus en termes de soutien psychosocial. Donc, on avait le réflexe de travailler beaucoup là, sur la santé physique à l'urgence, aux soins intensifs, etc. Mais ils nous ont dit, n'oubliez pas le soutien social. Ils nous ont dit aussi, c'est important d'améliorer l'accès aux soins et services, mais autres COVID. Des gens qui sont pris avec une situation de santé sérieuse, que ce soit en maladie chronique ou en cancéro ou en santé mentale, ils nous ont dit, c'est bien, on peut travailler fort pour la crise sanitaire, mais il ne faut pas oublier les autres. Ils nous ont reflété aussi, nous qui voulons des services, on ne veut pas aller à l'hôpital, on ne veut pas aller en centre d'hébergement, on veut plus de services à domicile ou en première ligne là, dans la communauté. Et ils nous ont beaucoup reflété la question de la collaboration avec les proches aidants, pour lesquels nous, dans le cadre de la première vague, on a joué de prudence et on a restreint pendant une bonne période l'accès aux hôpitaux et aux centres d'hébergement pour personnes âgées, là, pour les visiteurs, les proches aidants. Et puis là, ils nous reflètent que ça a aussi eu toutes sortes de conséquences. Et puis là, on sait qu'on a des travaux à faire pour faire face à une deuxième vague, mais en étant un peu plus nuancé dans notre prise de décision sur le niveau de collaboration avec les proches aidants. Et puis le dernier élément qu'ils nous ont reflété, c'était qu'ils nous reflétaient qu'ils voulaient mieux comprendre les consignes, ou un peu Mme Straga en glissant un mot, l'état d'avancée de leur dossier, de leur prise en charge. Donc, et puis la beauté de la chose, c'est que dans nos travaux pour capter l'expérience des patients cet été, en vue de faire un bilan, un plan d'action pour la deuxième vague, ce que les usagers nous ont partagé se retrouve, je dirais, en tout point dans le plan d'action provincial que le ministère a diffusé la semaine dernière. Donc, on voit que la perspective des patients complémentaire à la nôtre fait également partie là, de la vision d'ensemble. Et puis, on se dit que ces patients-là peuvent non seulement nous nommer des zones de vigilance, mais ils peuvent aussi nous aider à élaborer des solutions pour faire face à ces zones de vigilance-là. Mais ça, c'est les travaux c'est les défis qui nous attendent dans les prochaines semaines, prochains mois. Merci, M. Marquis. On voit bien dans ce que adresse Mme Straga et vous-même que de manière directe, une situation comme celle-là peut être un levier. Par rapport à ce qu'adressait M. Baroubès, on le voit bien également que de manière indirecte, ça peut amener une institution à se mettre en mouvement sur cette thématique-là. Moi, ce qui m'interpelle quand même, c'est qu'à partir du moment où on appréhende que ça vaut la peine de déclencher une série de mesures, on voit bien, et le titre du webinaire aujourd'hui adresse bien la problématique, on voit bien qu'il y a un aspect très culturel. Pourquoi? Parce que, dans le fond, être en capacité de travailler sur l'expérience patient nécessite un prérequis qui est celui d'être en capacité de recueillir le vécu et les observations d'un patient. Et en tout cas, ce que nous, on constate, c'est que ce prérequis qui apparaît finalement assez simple, il n'est pas autant que ce qu'on pense. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une institution fait l'étape de dire je vais réunir des conditions permettant d'entendre et vraiment de bien appréhender c'est quoi le vécu des patients et qu'est-ce que je peux faire de ça, on voit bien qu'on touche à un aspect culturel. Les professionnels n'ont pas l'habitude de ça.
Et est-ce qu'on vous adressiez, Monsieur Marquis, la question du proche aidant, on le retrouve également. La manière avec laquelle on appréhende les proches aidants dans les différentes unités de soins sont pas les mêmes d'un endroit à l'autre. Alors, ça m'amène, Madame Benoît, à une question. Dans le fond, l'évolution culturelle passe nécessairement par une capacité à recueillir ce vécu de patient. Quels sont les éléments concrets que vous pouvez nous apporter sur cet aspect spécifique? Alors, déjà, dans ce qu'ont dit les personnes précédentes, ce que j'ai remarqué, c'est que pour Madame Straga, par exemple, que le personnel administratif soit en contact autrement, d'une autre manière avec le patient, ça a fait sens. Et je crois que la première des choses qui permettent de faire évoluer une culture d'entreprise, c'est quand l'objet, en l'occurrence, c'est l'expérience patient, fait sens pour l'ensemble du personnel, eh bien, on va obtenir une nouvelle valeur. Ce n'est pas une valeur qui est décrétée par la direction, c'est une valeur qui vient du terrain, qui est vécue et qui donc va nourrir la culture d'entreprise. Alors que si, par exemple, je mets dans la mission de l'établissement comme valeur accueillir les propos, les recueillir, pratiquer l'écoute active avec bienveillance, ça restera une vision des directions. Si, à l'inverse, le personnel, quel qu'il soit, médical, paramédical, administratif, technique, prend conscience que l'expérience patient est utile pour leur métier, parce que finalement, on apprend de la relation, on apprend de l'autre. C'est le partage qui donne sens et qui donne de l'utilité également à son travail. Et bien à ce moment-là, la valeur expérience patient ne sera plus à décréter, elle sera vécue. Et je crois que c'est là le secret. S'il y avait un secret de la recette, il est là. C'est-à-dire que chacun s'approprie, je dirais, le bénéfice de l'expérience du patient. Parce que cette expérience, comme tout à l'heure on l'a évoqué, elle va commencer avant d'arriver à l'hôpital, c'est-à-dire dans le choix de l'établissement, jusqu'après le parcours de soins, il est jusqu'au retour à domicile. Et je dirais que l'expérience, elle est sur l'ensemble de ce parcours. Donc, elle intègre également d'autres partenaires. Madame, merci. Madame Benoît, Madame Straga, de votre côté, comment vous avez appréhendé cet aspect du recueil du vécu des patients? Parce qu'on voit bien dans ce qu'adresse Madame Benoît, le recueil n'est pas l'affaire d'une, deux personnes. Dans le fond, à partir du moment où on est dans une prestation de service, il faut qu'on soit en capacité d'ajuster notre service et de nous assurer que dans le fond, il est en phase par rapport à ce qu'on doit délivrer. On voit bien que là derrière, il y a des aspects d'état d'esprit et ça touche à des aspects culturels. Donc c'est l'humilité à un moment donné d'être en écoute d'une attente légitime d'un patient. Très concrètement, cet aspect-là, comment vous l'avez amené et porté au sein de votre institution, Madame Straga? Alors, chaque point de contact nous amène quelque part une excuse pour pouvoir justement se réajuster par rapport au patient. J'entends par là que vous savez que, comme moi, que dans toutes les institutions, toutes les organisations, il existe des tas de possibilités de récolter bien des avis, des plaintes, des niveaux de satisfaction, etc. etc. Aujourd'hui, à Saint-Jean, ce qu'on a décidé, c'est que ça, évidemment, on le fait, comme dans d'autres hôpitaux. Évidemment, on suit ces indicateurs, mais on s'est dit aussi, on va faire les choses de manière un peu plus qualitative, si je peux me permettre, pas en quantité, mais se limiter à quelques patients. Donc ici, si on revoit encore
au niveau de cette crise sanitaire. On a profité des différents appels dont je vous ai parlé tout à l'heure pour identifier certains patients que, par ailleurs, on a rappelés. Donc, on a dans nos équipes une ou deux personnes. Vous savez aussi qu'en Belgique, on parle français et néerlandais, donc j'ai une personne qui est plutôt francophone et une personne qui est plutôt néerlandophone. Donc, on s'est attelé aussi à contacter les personnes dans leur langue en leur disant, bah, écoutez, on a eu un contact, est-ce que ça vous dirait qu'on puisse se reparler ultérieurement à un moment où vous avez un peu plus de temps? Les gens étaient ravis de ça. Et donc, on ne voulait pas aborder le sujet sur quelle est votre pathologie, de quoi souffrez-vous. Non, c'était ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est écoutez, on a envie d'avoir une conversation avec vous aujourd'hui pour voir comment vous vivez les choses et de quoi vous auriez besoin et comment vous avez vécu les choses. Et je vous donne à nouveau un exemple assez concret avec un patient qui était un patient en santé mentale. Et donc, c'est quelqu'un qui était hospitalisé. Vous savez qu'on a des protocoles assez serrés, par exemple, où quand vous entrez dans certains services, eh bien, vous avez, pendant une semaine, vous ne pouvez plus avoir de contact avec votre famille, votre environnement, les amis, etc. Et on vous prend votre téléphone, votre GSM. Et donc, c'est avec l'accord du patient, bien entendu, mais ça, c'est le protocole. Ce protocole-là, vécu, je dirais, dans un moment normal, est déjà difficile. Mais ça fait partie du processus. Mais ce protocole-là, additionné à la crise Covid, a été d'autant plus sévère pour certains types de patients. Et donc, quand ils disaient, ben, écoutez, nous, non seulement on n'avait pas le droit d'avoir un contact, mais on ne pouvait même pas sortir de la chambre parce que la crise nous a empêchés de sortir de la chambre. Et l'angoisse que je vis, moi, en tant que patient, n'était pas réaliste avec la situation. Bien sûr, il y a le Covid, mais pour moi, c'était difficile. Et donc, derrière ça, notre réflexion par rapport à ça, c'est de se dire, il y a des recommandations. Nous recevons tous dans les différents pays des recommandations gouvernementales en nous disant, ben voilà, les recommandations vous disent que dans tel moment de la crise, vous devez agir de la sorte. Notre réflexion à nous a été de nous dire, si deuxième vague il y a, on doit avoir une réflexion, bien sûr suivre les recommandations, mais néanmoins avoir une réflexion interne à la clinique sur ce type de patients en santé mentale. Un autre type de patients, ce sont les patientes, plutôt les parturientes, qui viennent accoucher et leurs compagnons ou leurs compagnes et leurs enfants qui étaient interdits de visite pour des raisons bien valables. Mais il y a une réflexion là derrière aussi à se faire. C'est comment mieux organiser, comment suivre les recommandations, mais aussi avoir une certaine souplesse par rapport à ce type de patient dans ce contexte-là. Et donc, avec nos équipes, on s'est dit, ben, on y réfléchit là maintenant, parce que si deuxième vague il y a, on va pouvoir en parler, on va devoir en parler avec les équipes de soins et les prestataires de soins et trouver un modus vivendi qui va nous permettre d'être dans les clous, si je peux parler de cette façon-là, par rapport aux recommandations, mais néanmoins d'être assez souple que pour répondre aux besoins du patient, qui est notre patient intenté dans la clinique Saint-Jean au sein de cette crise. Et donc, c'est ça, cette perspective qui nous permet de nous réajuster. Un autre point, je dirais, hors crise, ce que nous avons mis en route aussi, c'est de contacter, de faire un feedback direct avec les patients. Donc, depuis déjà, je dirais, c'était avant la crise, donc 6 mois, on a démarré ce système de feedback direct où quand le patient est hospitalisé, alors on a convenu que c'était des patients minimum hospitalisés 2 jours ou 2 nuits, eh bien, avec l'accord du patient, on allait passer, donc un membre de l'équipe va passer un moment avec ce patient et à une conversation avec le patient également. De sorte qu'on voit avec lui tout ce qu'il a vécu entre le moment où il a pris sa première consultation et le moment où il a été hospitalisé. Et on lui dit aussi, écoutez, si vous êtes d'accord, on vous rappelle une fois que vous serez rentré à la maison pour voir si tous les documents de sortie et tout le reste a suivi aussi. Donc, on est en train de récolter ces témoignages-là depuis 6 mois parce que l'objectif avec ça, c'est aussi d'améliorer, et on a appelé ça feedback direct, c'est-à-dire d'aller tout de suite vers les équipes de soins en disant, ben voilà, ce patient, il a vécu ça de cette façon-là, de cette façon-là, de cette façon-là. On ne va pas pouvoir tout améliorer, mais de ça, qu'est-ce que toi, tu voudrais, là, d'un coup, réaliser et comment est-ce que nous, en tant qu'équipe expérience patient,
on peut vous aider à soulever certains leviers. Voilà quelques points, je dirais, pratiques, immédiats de comment on voit les choses. Alors, est-ce que c'est la meilleure recette? On ne sait pas. Ce sont les mois et les années qui viennent qui vont nous le dire. Mais on a lancé cette mécanique et on avance de cette façon-là. Et en tout cas, on a ces contacts permanents avec les patients. Dans ce sens, merci Madame Stragan, dans ce sens, Monsieur Marquis, juste une petite question. J'ai lu de votre côté qu'il y avait pratiquement une centaine d'installations. Hein. Je décode là derrière qu'une installation, dans le fond, c'est une unité fonctionnelle, mais je le décode. Et puis, je pars du principe que derrière une unité fonctionnelle, on va avoir un chef d'orchestre ou en tout cas une équipe leader. Ma question, c'est chacune de ces unités fonctionnelles ou chacun de ces leaders, il intègre le fait que lui, il peut être particulièrement, il peut être un acteur dans le recueil du vécu des patients et de la manière avec laquelle il peut ajuster son fonctionnement interne pour répondre de manière la plus précise à ce vécu ou ça se gère de manière centralisée? Il y aurait tant à dire. Donc, tout d'abord, une installation est un bâtiment. Donc, dans un bâtiment, il y a plusieurs unités fonctionnelles. C'est plus vaste que ça. En termes de leader ou de responsable d'unité fonctionnelle, chez nous, on a 580 gestionnaires, qu'ils soient des chefs de service, des coordonnateurs ou des directeurs. Et puis là, vous soulevez la question de la réelle appropriation de chacun de ces acteurs-là pour aller de l'avant. Moi, à partir de mon service qui est un service de soutien transversal à l'ensemble de l'organisation, quand on parle d'allouer des ressources, là, dans mon équipe, il y a principalement 3 professionnels qui œuvrent à temps plein pour soutenir ces 16 directions-là, qu'elles soient cliniques ou non cliniques, dans leurs efforts pour aller capter l'expérience des patients et puis changer des pratiques de façon à mieux répondre à leurs besoins. Ceci dit, cette appropriation-là se fait à géométrie très variable, d'une direction à l'autre ou à l'intérieur même d'une direction, tout ça, c'est très variable. Et puis, c'est tout un défi. Et puis, de ça découle une stratégie. Donc, nous, dans notre rôle de soutien transversal, on ne capte pas l'expérience des patients à la place des autres directions. On les soutient, eux, à le faire parce que c'est dans leur travail, c'est dans leur réalité, c'est leur responsabilité. Et puis en 2020, dans le contexte actuel du réseau de la santé au Québec, mais je crois que c'est la même chose partout dans l'OCDE, il y a une très forte pression sur les ressources humaines, sur les finances, tout le monde est débordé. Donc, ce serait facile de confier cette tâche-là à la direction qualité qui va le faire à notre place, alors que c'est à chacun des directeurs, des chefs de service dans tous les services de le faire. Nous, par contre, on est là pour les aider à gagner du temps et à faire la bonne chose du premier coup. Puis, ils ont avantage à nous interpeller en amont de leur réflexion, pas de trop s'avancer et puis de nous interpeller quand vient le temps d'exécuter la tâche. On peut aussi aider à faire des choix judicieux en amont sur dans quel projet, dans quelle initiative qui existe déjà. On ne va pas s'inventer un nouveau projet. Là, on n'a pas assez d'énergie, de ressources pour faire tout ce qu'on a à faire. Donc, dans ce qu'on a à faire des choix judicieux, c'est-à-dire dans quelle initiative on va faire le choix d'inclure la participation des usagers, et des patients, et de quelle façon. Donc, c'est un peu ce que j'aurais tendance à répondre. Donc, nous, on est dans un rôle conseil et puis on rend disponible, on a une plateforme intranet où on rend disponible des bons processus, des bons outils pour aider les gens à aller de l'avant. Et puis, ceux qui ont des tâches plus costaudes ou plus prioritaires, nous, on accorde plus d'énergie. Dans le fond, c'est qu'on développe une stratégie d'accompagnement. On ne peut pas accompagner 580 gestionnaires. Et puis, on a habilité, sensibilisé là, près de la moitié de ces gestionnaires-là, près de 300 gestionnaires pour qu'ils aient un contenu initial avec lesquels fonctionner, comment maintenir ces acquis-là dans leur milieu, mais voir aussi qu'est-ce qu'ils pourraient faire de plus. Et puis là, en fonction du plan annuel, en fonction des priorités de l'organisation, nous, on alloue des ressources à aller
soutenir des projets qui ont une portée un peu plus transversale. Parce qu'on veut que aussi, sur le grand territoire qu'on a, si un chef de service, si un responsable d'unité fonctionnelle est prêt à aller de l'avant dans son milieu plus circonscrit, on veut qu'il puisse le faire aussi sans nécessairement devenir un goulot et un frein à ces avancées-là. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on retrouve, c'est très clair, hein, et on retrouve les éléments avec le schéma qui apparaît dans votre présentation. Il y a un parallèle qu'on peut imaginer faire. On voit bien que c'est un schéma qui adresse la notion des rouages. Et dans le fond, l'un des enjeux que vous adressez, c'est la capacité d'embarquer, hein, et la capacité à ce que les rouages se mettent en mouvement et s'alignent, dans le fond, dans une même direction. De notre côté, pays de l'horlogerie, bien sûr que ça nous parle. Vous souhaitiez compléter, M. Marquis? Oui, j'allais dire que tout ça, ça prend un temps et puis qu'on voudrait toujours que ça se fasse plus vite, plus fluidement, mais on le voit d'une année à l'autre, les réflexes tranquillement s'aiguisent. Et puis peut-être que la portion qui est la plus centralisée, pour faire quoi votre question, c'est la question de la mesure de l'expérience des patients, pour laquelle ça demeure, la responsabilité de l'évaluation demeure dans chacune des directions, mais comme on veut que ces évaluations-là soient compatibles et continuent dans le temps, on a un soutien accru pour avoir un certain standard dans l'évaluation de l'expérience des patients, tout en gardant une marge de manœuvre pour la rendre aussi spécifique à chacune des directions. D'accord, donc là, vous adressez effectivement un élément complémentaire, mais qui contribue à l'aspect d'appropriation, qui est celui, dans le fond, d'évaluation des impacts, hein, et d'être en capacité d'appréhender la valeur ajoutée de ce qui a été déclenché afin de pouvoir progressivement embarquer un maximum de leaders d'opinion dans cette stratégie-là. Monsieur Baroubès, par rapport aux éléments qui ont été évoqués jusque-là, ça résonne de quelle manière de votre côté? Il y a une mise en perspective que vous souhaitez faire? J'ai trouvé particulièrement intéressant cet échange, sans doute. Je suis convaincu, comme Mme Benoît disait, si on veut aller loin dans le changement de la culture, probablement il faudra aller un peu plus loin, parce que pour aller loin, il faudra fonder ce changement de culture à travers l'expérience, les vécus des professionnels, avec ces contacts, avec ces interactions, cette empathie, cet engagement avec les patients. Et ça exige du temps. Et comme ça exige du temps, il faudra investir dans des projets de transformation à moyen et à long terme, comme Et il y a aussi un défi, à mon avis, important, qu'on a évoqué un peu dans ces dans cette discussion, c'est comment faciliter cette écoute, cet échange avec les patients. Et là, nous amène aussi à un débat qui est complexe, parce que par rapport aux attentes des patients, moi, je constate que d'abord, les attentes des patients sont diverses par différents profils des patients, comme Mme Estraga nous expliquait. Ce n'est pas les mêmes expériences patients, ce n'est pas la même chose dans la maternité ou les personnes qui souffrent de troubles mentaux, par exemple. Donc, comment on gère cette diversité des attentes, comment on les écoute. Et aussi, il y a un autre élément important qui souvent on passe à côté, c'est que par rapport à cette écoute, cette interaction avec les patients, il y a des attentes qu'il faut analyser, qu'il faut répondre correctement, mais il y a aussi des attentes des patients qui ne sont pas pertinentes. Donc, il y a vraiment là-bas un élément de connaissances mutuelles, de travail en commun pour bien résoudre cette attente, les pertinentes et les non pertinentes. Et même on pourrait dire qu'il y a un troisième type d'attente. Il y a les attentes du patient qui ne sont pas encore connues par les patients et qui devraient attendre, même si aujourd'hui ils ne les connaissent pas.
Ce travail de gestion des attentes, d'écoute, d'empathie avec les patients est complexe, hein, parce que ça nous exige d'abord accepter la diversité des attentes, hein, la diversité d'expériences, et d'autre côté, d'être capable de faire ce tri entre les attentes pertinentes, les non pertinentes et les non communes. Je partage tout à fait ce qui est adressé. Je suis très en phase, M. Baroubès. À partir du moment où une institution considère que ça vaut la peine de mobiliser de l'énergie dans cette perspective-là et qu'elle commence à réunir des conditions en conséquence, on a vu qu'il y a tout l'enjeu du recueil du vécu du patient. Dans cette perspective-là, il y a quand même une question qui est celle de dire est-ce qu'une stratégie qui repose sur des quick wins est une stratégie qui vaut la peine d'être appréhendée parce qu'elle permet à ce moment-là de documenter assez rapidement la pertinence de la démarche et c'est des points d'accroche sur lesquels on peut éventuellement capitaliser. Comment vous appréhendez cet aspect-là? Oui, sans doute, je pense qu'il faudra combiner deux stratégies, hein, de lignes sur certains sujets très concrets, hein, qui permet de visualiser l'importance ou la pertinence de cette expérience patiente dans l'organisation. Mais en parallèle, il faut travailler, il faut faire un travail de fond, confronter les professionnels avec les patients et leur expérience patiente. Parce qu'en réalité, on n'a pas été traditionnellement, on n'est pas très sensible à cette logique d'expérience patiente. Et même si on regarde cette question, hein, cette empathie, cette écoute active du patient, cet échange avec les patients, on se place historiquement, le professionnel de santé, lui-même, il a une expérience patiente qui n'est pas exactement la même qu'un patient hors professionnel de la santé. Si je suis le médecin ou le cadre infirmière de l'hôpital et je me fais soigner dans l'hôpital, mon expérience patiente sera très différente au vécu des personnes dites anonymes. Donc, il faut les confronter à cette réalité de quelle est l'expérience patiente plutôt réelle, ou plutôt vécue par les patients anonymes. J'ai l'impression, Madame Benoît, que les propos de M. Baroubès, en tout cas, vous questionnent ou vous interpellent un peu. Non, pas du tout. Je vais totalement dans son sens. Je voudrais aussi élargir la notion d'expérience patient. Pour moi, en tous les cas, elle ne se résume pas simplement à l'aspect médical. Pour moi, l'expérience patient, elle est vraiment complète, c'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Monsieur Marquis, c'est-à-dire sur le fait qu'il fallait responsabiliser les services, que ça ne faisait pas partie du service qualité. Et je dirais que tous les services, pas simplement les services médicaux et paramédicaux, mais le service d'hôtellerie, de restauration, administratif, c'est-à-dire que l'expérience se fait déjà dès la prise de rendez-vous. Ça, c'est important. Elle se fait aussi de l'accompagnement de la sortie. Si par exemple, je suis une personne âgée avec un étage dans ma maison et que je me suis cassé la jambe, il est évident que je dois aller, mon expérience, elle va jusqu'à mon retour à domicile. Et pour moi, elle est vraiment très large et très complète. Bien, merci. On arrive plus ou moins au terme de cette heure qu'on s'était consacrée. On va compléter avec quelques questions qui nous ont été posées. En l'occurrence, ça a suscité un certain nombre de questions. On va les sélectionner. On voit bien que tout l'enjeu là derrière, et on le retrouve dans d'autres thématiques de santé, c'est la capacité à un moment donné d'appréhender l'intérêt d'évoluer dans certaines directions. Moi, ce que je trouve intéressant avec l'expérience patient, c'est qu'on repositionne ou on confirme certains fondamentaux
C'est-à-dire qu'on est là, somme toute, pour servir des besoins de santé de patients, mais également être en capacité de répondre à leurs attentes. À titre personnel, et je partage ce que dit M. Baroubès, ces attentes, non seulement il faut être en capacité de les objectiver, mais il faut être en capacité de les prioriser et de bien les appréhender. Et à partir du moment où il y a une institution qui perçoit la pertinence de s'engager, de se mobiliser, c'est très concrètement qu'est-ce qu'on déclenche en interne qui permet à ce qu'il y ait des rouages qui se déclenchent. On voit bien que ces rouages, ils ne sont pas l'affaire d'une petite équipe. On voit bien que ces rouages, c'est nécessairement progressivement l'affaire qui doit être portée par l'ensemble des dirigeants ou des cadres ou des leaders d'opinion d'une institution, et que c'est quelque chose qui doit être approprié largement et ensuite vécu au quotidien. Hein. Ce que vous adressez également, c'est que ça permet également de faire évoluer le vécu à proprement parler des différents professionnels. Un aspect qu'on a moins appréhendé aujourd'hui, mais qui contribue certainement à cette culture ou à faire évoluer cette culture, c'est tout l'aspect de la manière avec laquelle on est en capacité de documenter ces impacts et démontrer dans le fond qu'il y a une série d'avantages et une série d'atouts à avancer dans ce sens. Alors, vous verrez à travers les questions que les choses peuvent apparaître de notre côté souvent assez claires, mais qu'elles sont perçues ou en tout cas décodées de manière moins claire par certaines personnes. Et en l'occurrence, la première question qui nous a été posée, c'est une question de Ariane. Je vais vous la lire et puis je propose que M. Baroubès soit le premier à répondre à cette question-là, parce que c'est une question que vous thématisez d'une certaine manière dans le cadre de votre vidéo. La question est la suivante. Si j'ai bien compris, l'expérience patient permettrait d'augmenter le volume d'activité d'un hôpital. À l'heure où les hôpitaux sont saturés et où le personnel soignant se plaint de ne pas pouvoir prodiguer une qualité de soins suffisante à leurs patients, est-ce que cette augmentation du volume d'activité n'est pas justement fruit par les directions d'hôpital? Monsieur Baroubès. En fait, c'est une question intéressante. À mon avis, une des raisons hors secteur santé, hors la santé, une des raisons les plus importantes pour augmenter l'expérience client, c'est d'attirer, de fidéliser plus de clients. Je me pose la question, comme je l'explique dans les vidéos, si ça c'est un levier qui est pertinent dans le secteur de la santé. En réalité, comme évoque notre participant, la plupart des hôpitaux sont saturés d'activité, le personnel est surchargé et la question ne se devrait pas se poser nécessairement sur attirer plus de patients, faire plus de patients à travers l'expérience patient, mais plutôt faire l'activité qui est pertinente, donner les soins appropriés et répondre correctement aux attentes des patients. Je pense que comme levier, de façon différenciée aux autres secteurs d'activité, la santé devrait mettre le focus sur le faire bien que faire plus d'activités comme levier d'expérience patiente. Ça va, merci M. Barouet, ça va dans le sens de ce que nous adressait M. Marquis tout à l'heure, d'ailleurs dans votre introduction, hein, vous l'évoquiez bien. Il y a vraiment un axe, on perçoit fort au niveau de votre réseau qui est celui de parvenir non pas forcément à une croissance en termes d'activité, mais en tout cas une croissance dans le niveau de satisfaction
et dans la manière avec laquelle l'offre de votre réseau est appréhendée et perçue par les bénéficiaires. Monsieur Marquis, quelle est votre appréciation de cette question-là? Ben, en fait, depuis que je lis un peu les questions qui sont dans le chat et la question précédente sur la valeur ajoutée de tout ça, quels en sont les effets, ça m'apparaît tout à fait central la question du pourquoi. À partir du moment où les gens comprennent les bénéfices de travailler avec les patients, bien là, ils prennent les moyens, ils dégagent la capacité, ils s'approprient la démarche. Et puis ça m'apparaît crucial de rendre visible, de rendre perceptible davantage les bénéfices, les effets. D'ailleurs, mon service devrait travailler davantage à ça dans les prochains mois. Nous, ce qu'on constate quand on travaille avec les patients dans l'amélioration des soins et services, on n'a pas fait de mesures, je dirais, scientifiques, et puis ça demeure l'objet d'une éventuelle démarche à l'interne, mais depuis 5 ans, on est quand même capable de voir qu'en travaillant avec les usagers, on est capable de mieux se centrer sur leurs besoins. On est capable de mieux collaborer entre les services. On est capable de renforcer le sens au travail. Puis dans un contexte où on est dans une rareté de main-d'œuvre, nous, on a fusionné plusieurs établissements récemment, on est dans une crise sanitaire, la pression est forte, et puis de parler aux patients, de capter leur expérience, ça donne beaucoup de sens à nos travaux. Et puis, ça nous permet de mieux innover. Pas parce que les patients sont plus brillants, plus intelligents que nous, mais principalement pour 3 raisons. En travaillant avec des patients, ça nous permet de mieux définir la situation actuelle avec leurs perspectives qui souvent couvrent des angles morts que nous, on ne voit pas. Avec eux, on est capable de mieux rêver la situation idéale. Et puis, par la suite, pour faire des choix judicieux entre la situation actuelle et la situation désirée, eux, ils n'ont pas nos filtres, ils n'ont pas nos contraintes, nos barrières, donc ils remettent en question des éléments qu'on prend pour acquis, qu'on ne questionne même plus. Et puis, quand on est dans une culture de l'innovation, il faut apprendre à changer de filtre, à changer d'angle. Donc ça, on l'a très bien vu dans une démarche aux cliniques externes où on voyait avec nos responsables chez nous, le Lean Healthcare, la gestion à valeur ajoutée, les processus à valeur ajoutée. On a toute une équipe qui soutient les travaux en ce sens-là. Et puis, on travaille étroitement avec eux parce qu'ils ont bien réalisé qu'avec des patients, ça aide à faire tout ça. Puis, dans une révision de processus de l'accueil aux cliniques externes, la participation des usagers sous forme de sondage, de focus group et de patients au sein des tables de travail a aidé à innover. Et puis, en termes d'innovation, ce qu'on constate souvent, c'est qu'en travaillant avec des patients, on va avoir tendance à déplacer nos problématiques, je dirais, conventionnelles vers l'amont des trajectoires. Souvent, ça nous aide à travailler à l'extérieur de l'hôpital ou à l'extérieur du centre d'hébergement, davantage au service de première ligne ou à domicile. En travaillant avec les usagers, souvent aussi, il va y avoir un rééquilibrage des ressources ou des énergies ou du focus alloué à la santé physique, mais beaucoup plus aux services psychosociaux. Souvent, là, on va avoir tendance à vouloir investir en plus de pharmaciens, plus de médicaments, vous parliez de pertinence des interventions, plus de tests diagnostiques, plus d'interventions invasives, alors qu'eux, ils nous disent, oui, mais dans tout ça, mon soutien social est plus important. Ils vont nous aider à innover aussi en renforçant la collaboration interprofessionnelle. Souvent, on va avoir tendance à appréhender des problématiques en silo par profession. Mais ils nous reflètent que vous faites tous partie d'une équipe. Pour moi, vous êtes une équipe, là, parlez-vous, trouvez des solutions pour qu'il y ait une meilleure collaboration interprofessionnelle. Et puis, tout ça aussi, ils vont nous aider à mettre plus d'énergie sur faire appel à leurs ressources, à travailler davantage un rôle accru des patients, des proches aidants, dans leurs soins et services. On a tendance à vouloir beaucoup prendre, on est dans une culture d'expertise, on a tendance à beaucoup faire à la place de, faire pour le patient. Mais en travaillant avec eux, ils nous amènent à changer un peu nos solutions en ce sens-là. Puis j'ai un exemple très concret qui est des travaux de la trajectoire en cancérologie. On devait travailler beaucoup plus sur l'achat d'un 3e robot hyper sophistiqué pour la chirurgie.
Et avec l'écho de la perspective des patients, on a finalement déplacé la priorité vers l'amont de la trajectoire qui était la période d'investigation, où là, ça fait depuis 10 ans qu'on sait que la période d'investigation en cancérologie entre le moment où le médecin de famille prescrit une investigation supplémentaire puis le moment où le patient reçoit son diagnostic de cancer, c'est une période très difficile à vivre pour les patients. Et puis, mais nous, ça ne faisait pas partie de notre radar, de notre priorité. Et puis, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en travaillant plus, en renforçant le soutien psychosocial, l'information à cette période-là, la prémisse qu'on a, c'est que les patients qui vont arriver à la suite de leur diagnostic pour leur premier traitement, bien, ils vont arriver moins hypothéqués ou moins fatigués, ou ils vont arriver plus aptes à faire face à leur traitement en ayant mis plus d'énergie dans la période d'investigation. Donc, la question des effets de la valeur ajoutée, même si nous, on n'a pas, comme je dis, quantifié le tout dans un papier de recherche, études longitudinales, c'est à venir, mais nous, on est à même de constater ça en ce moment. Et puis, je pense que ce qui est difficile, c'est d'isoler cette variable-là, ce facteur-là, puis dire à cause de la participation des patients, à cause qu'on a capté l'expérience des patients, voici tous les bénéfices. C'est tellement toujours multifactoriel, tout ça, mais ça reste qu'il faut rendre plus visible la valeur ajoutée. Merci, M. Marquis, pour ces propos. À titre personnel, je serais d'avis que toute institution qui doute un tant soit peu de l'importance de considérer cette question-là, elle visionne les quelques minutes de vos propos, parce que c'est rare d'avoir des propos aussi précis, structurés et convaincants sur cette thématique-là. Merci, M. Marquis. Merci beaucoup. Merci à vous. Madame Benoît, de votre côté, les éléments qui ont été évoqués sur cet aspect de on se met en route et ça vaut la peine, ça appelle à des observations de votre côté? Oui, tout à fait. 2 observations, puisque je vais, moi, dans les hôpitaux, les CHU français pour faire de la formation. Donc, je fais évidemment du recueil sur le terrain. Et aujourd'hui, ce que reprochent les infirmiers, c'est le temps en moins passé auprès du patient. Et je dirais que l'expérience patient, c'est justement du temps en plus. Donc, je crois qu'aujourd'hui, si on veut travailler l'expérience patient, il faut dégager du temps grâce aux technologies, dossiers de soins informatisés de plus en plus pertinents et rapides pour permettre déjà de dégager ce temps, parce que finalement, on devient infirmier ou infirmière parce qu'on éprouve du plaisir à faire ce métier. Et ce métier, c'est pas être informaticien. Me redisent les professionnels, c'est passer du temps avec les patients. Ça, c'est l'expérience patient. Ça peut nous apporter ça. Et deuxième point très important pour moi qui peut permettre de convaincre des établissements, seul le patient a une vision transversale, comme le disait M. Marquis. Pour moi, c'est vraiment très important dans l'expérience client. Lorsque on a un patient qui va aller sur Internet pour prendre rendez-vous ou commencer déjà par prendre rendez-vous auprès du cabinet médical, jusqu'à la sortie, en passant par le blog, en ayant une expérience en matière d'hôtellerie, en ayant une expérience au blog, etc. Ça, c'est formidable. Je dirais que c'est une richesse dont il ne faut pas se passer. Voilà. Merci Madame Benoît. Donc, je suis convaincue. J'espère être convaincante. Alors, c'est le cas, absolument. Dans le prolongement de la question précédente que nous avait posée Oriane, elle prolonge avec une question qui mérite d'être évoquée et que je vais adresser à M. Baroubès. Une question directe, mais qui a le mérite de bien poser le sujet. Très concrètement, si les hôpitaux ne sont pas poussés à l'expérience patient par un besoin d'augmentation de l'activité ou par la possibilité de meilleur financement, partant du principe que l'argent reste le nerf de la guerre, pourquoi s'y mettront-ils concrètement, selon vous, finalement?
On fait du périmètre pour l'activité, pour les patients et pour les financements, sauf qu'il faut changer les incitatifs. Aujourd'hui, les financements ne prévoient pas récompenser une meilleure expérience patient. Sauf dans certaines expériences très concrètes aux États-Unis, avec un pourcentage très faible, avec environ 5% dans certains hôpitaux qui travaillent pour Medicare. Mais rien n'empêche qu'on pourrait introduire des incitatifs de cette manière-là. Néanmoins, on a développé une vraie culture qualité-sécurité patient avec très faible des incitatifs financiers. Pourquoi on l'a fait? Pourquoi on a créé cette culture vers la qualité et la sécurité des soins? Probablement par des questions qu'on a évoquées pendant les débats, par la question de l'éthique professionnelle, de faire ce qui est pertinent, par le vécu des professionnels, pour les valeurs des professionnels, de faire les choses correctement. Donc, on ne peut pas négliger cette levier comme un des moteurs pour faire évoluer la culture de l'hôpital vers l'expérience patiente. Mais moi, il faut l'accompagner avec les incitatifs. Et le financement doit être un incitatif important pour l'accélérer. On a vu, par exemple, dans d'autres questions, très loin de l'expérience patiente, la chirurgie ambulatoire, des pays qui l'ont accéléré beaucoup plus rapidement que d'autres, mais ils l'ont tous accéléré. Mais dans certains pays, l'incitatif financier était plus important, donc ça accélère les changements. Je le vois plutôt dans ce sens-là, comme un accélérateur. J'espère, Oriane, en l'occurrence, que la manière avec laquelle M. Baroubès vient de répondre à cette question vous permet de mieux appréhender le sujet. Un complément de notre côté de la part de Mme Durer. Oui, alors merci. Moi, je voulais juste signaler que de mon point de vue également, une expérience patient positive est également une charge en soins moindre. Un patient heureux, je dirais, c'est un soignant heureux également. Et je suis persuadée que si les patients et les usagers, de manière générale, ont une expérience favorable, la charge sera bien moindre. Et puis ça, c'est quelque chose, en tous les cas, que l'on peut vivre quasiment au quotidien, en tous les cas, de ceux qui sont en contact direct des patients et de leurs proches. Je partage tout à fait ce point de vue, puis ça va dans le sens de ce qu'adressaient plusieurs des orateurs avec l'impact de l'expérience patient au niveau de l'expérience professionnelle et en complément de ça, de quelles peuvent en être les implications concrètes en termes d'activité au quotidien. Madame Straga, de votre côté, comment vous mettez cette question en perspective? Dans le fond, la question qui est adressée, c'est, mais ma foi, qu'est-ce qui a amené tout d'un coup votre institution à considérer que ça valait la peine de traiter cette thématique-là? Est-ce que la finalité était une finalité financière ou d'activité? Je crois d'abord, en termes de préambule, quand même, tous les hôpitaux à travers le monde, ici je ne parle pas de la Belgique, mais à travers le monde, qui depuis de nombreuses années ont mis dans leur stratégie l'expérience patient et ont mis en perspective l'expérience patient, ont mis toute cette machine en route, ont tous une augmentation d'activité majeure aujourd'hui. Donc, je n'ai pas les chiffres ici à vous donner, mais il suffit de les visionner. Vous verrez que tous ont eu une augmentation de l'activité. Alors, je ne connais pas un seul directeur général, un seul CEO aujourd'hui qui me dira qu'il n'a pas envie d'augmenter l'activité de son hôpital. Et on peut le comprendre. Mais je suis entièrement d'accord aussi avec M. Baroubès quand il dit qu'effectivement, les prestataires de soins ne souhaitent pas, eux, de leur côté, une augmentation de cette activité. Et là, je pense qu'on aborde le sujet de deux manières différentes. Dans un hôpital, quand on a des médecins, quand on a des prestataires de santé, infirmiers, kinés et autres, quand ils font leurs études et qu'ils décident de travailler dans un hôpital, ils savent pourquoi ils vont, ils connaissent, si pas le patient, en tout cas, ils connaissent la personne malade. Et donc, déjà, il y a cette entité qui est, en tout cas, une partie du patient.
Mais dans un hôpital, et vous le savez tout aussi bien que moi, il y a des tas d'autres métiers. Dans un hôpital général, il y a environ 200 métiers différents. Et quand vous êtes menuisier et que vous travaillez dans un hôpital, vous ne décidez pas au départ de devenir menuisier et de travailler dans un hôpital. Vous arrivez là quelque part par hasard. Vous avez répondu à une offre et vous arrivez dans une entreprise et il se fait que cette entreprise est un hôpital. Et donc, l'expérience patient vous permet aussi de rendre compte de ce qu'est un patient par rapport à ces 200 métiers qui sont nos collègues dans les hôpitaux et qui sont quelque part au service des prestataires de soins qui eux-mêmes sont au service des patients. Et donc, toutes ces chaînes n'ont de sens que si on parvient à la mettre en perspective avec le patient qui est notre fil rouge dans tout ce système-là. Et il est urgent, mais vraiment urgent, de faire comprendre à tout métier, toute personne dans un hôpital ou dans un organisme de santé qu'il y a un patient et que notre responsabilité n'est pas une responsabilité vis-à-vis de mon propre chef, mais que ma responsabilité, elle est vis-à-vis du patient. Et je pense que cette perspective change totalement les choses. Et si vous cherchez une quête de sens et que vous regardez sur les... Parce que je suis passée à la FNAC il n'y a pas si longtemps, et quand vous regardez cette quête de sens au travail et le nombre de bouquins qui sortent là-dessus, aujourd'hui, rendre du sens au travail, c'est ça, c'est permettre justement à ce que ces personnes fassent leur métier correctement parce qu'elles se rendent compte aujourd'hui qu'elles vont permettre aux prestataires de soins de faire leur métier correctement. Et c'est là que la boucle est bouclée et que ça nous permet alors à ce moment-là de faire le travail correctement, d'augmenter notre activité et aussi notre attractivité par rapport au personnel et aux médecins qui ont envie de travailler dans un hôpital où on fait attention à l'expérience patient. Parce qu'à nouveau, tous ces hôpitaux à travers le monde qui ont mis l'expérience patient en perspective depuis des années ont les meilleurs médecins et les meilleurs prestataires de soins. Donc, ce n'est pas un hasard. Donc, je crois que tout ça doit nous parler. Et si aujourd'hui nous sommes rassemblés pour discuter de ça, c'est là vraiment le fondement de cette expérience patient par rapport à nos hôpitaux et organismes de santé. Madame Straga, Madame la Présidente, j'avais prévu initialement de prolonger avec une ou deux questions, mais j'avoue que les éléments que vous venez de nous adresser nous apportent pratiquement la meilleure fin possible d'un webinaire tel que celui-là, en replaçant au centre du débat sur cet aspect de culture, la notion du sens dans nos activités et qui habite dans le fond chacun des professionnels d'un établissement de santé. Est-ce que pour éviter que l'un ou l'autre des orateurs ne considère que la fin est trop abrupte, je cède volontiers la parole à l'un ou l'autre d'entre vous qui souhaiterait compléter ou qui a encore un aspect important à relater en lien avec la thématique du jour. Je ne sais pas de votre côté, Madame Benoît, s'il y a quelque chose que vous auriez voulu ajouter. Peut-être compléter simplement ce que vient de dire Madame Straga, puisque dans mon ouvrage sur l'expérience patient, je conclus justement que toute cette expérience, alors je vais en faire vraiment un très bref résumé, amène au bien-être au travail parce que justement, elle fait sens, elle donne du sens et elle donne à chacun son utilité, quel que soit son métier. Et c'est ainsi qu'on va vers une culture d'entreprise tournée vers l'expérience patient. Parce que finalement, elle contribue non seulement aux patients, mais elle contribue à chaque professionnel à amener du sens et de son utilité. Excellent, merci Madame Benoît. Merci également d'avoir participé activement au webinaire d'aujourd'hui. Monsieur Marquis, de votre côté, un mot de la fin que vous auriez voulu communiquer à l'ensemble des participants de ce premier webinaire? Oui, il y a des choix cruels à faire et puis peut-être revenir sur la question du
pourquoi les établissements se mettraient en mouvement, qu'est-ce qui pousserait les établissements à aller de l'avant. Je sais que parmi les participants, il y a plusieurs gestionnaires en rôle de direction. Moi, je pense que chez nous, une des actions structurantes qui a eu un impact majeur, c'est le fait que notre PDG, Dr Tremblay, a nommé à tous les directeurs, je veux agir avec les patients, je vous demande de le faire. Et puis, on a un indicateur, je vous demande des comptes, je vais suivre, je vous dis pas comment faire, mais chacune des directions doit atteindre une cible qu'on va suivre tous ensemble dans l'année. Et puis, une fois qu'on a dit ça, il faut aussi avoir de l'accompagnement disponible aux directions parce qu'elles veulent bien, mais dans le comment, c'est plus difficile. Donc, l'importance que les gens en rôle de leadership expriment clairement leurs attentes à l'organisation, mais qu'il y ait aussi des ressources, des moyens de l'accompagnement pour aider les directions à aller de l'avant. Je m'en tiendrai à ça. Merci, M. Marquis. On voit, et j'aime bien vos propos, on voit toute l'expérience au quotidien dans cette activité-là, avec un input fort qui est adressé sur la notion que ça doit, pour parvenir à faire évoluer en profondeur une culture, ça doit nécessairement être porté institutionnellement. Donc, il y a un élan, un input qui doit être donné, avec un suivi à l'ensemble des niveaux. Merci pour votre contribution, merci pour ce que vous faites au quotidien. Monsieur Marquis, j'apprécie également la notion et je partage cet avis, de donner le cap. C'est bien sûr fondamental. Reste qu'en parallèle de ça, il faut se donner les moyens d'accompagner pour embarquer et y arriver, en l'occurrence, tout ensemble. Merci, M. Marquis. Monsieur Baroubès, de votre côté, un mot de la fin. Je pense que les trois synthèses précédentes étaient excellentes. Sans doute, si on veut changer la culture organisationnelle vers l'expérience patient, ça sera plutôt faire un changement interne par les vécus des professionnels, par la conviction qu'il faut travailler mieux, qu'il faut faire bien les choses, et ça signifie d'écouter, de travailler avec les patients pour repenser les parcours des patients. Et en parallèle, pour accélérer ces changements, ça serait bien que les autorités sanitaires font évoluer rapidement le système de financement pour accompagner ces changements, pour reconnaître, pas nécessairement faire plus d'activités, mais faire mieux ce qu'on fait dans les établissements. Merci, Monsieur Baroubès, avec une mise en perspective, notamment sur les incitatifs en termes de politique sanitaire. On va arriver au terme de ce webinaire. Je souhaite réitérer mes remerciements à Madame Benoît, Madame Straga, Monsieur Baroubès et Monsieur Marquis pour leur contribution active, leur partage d'expérience, en l'occurrence un partage très sincère de vos expériences respectives et en l'occurrence particulièrement utile dans la perspective qui est visée. Moi, de mon côté, je souhaite adresser un élément qui me semble important, qu'on le veuille ou pas. On est aujourd'hui dans un monde de l'émotion, on le vit à tous les niveaux. On a évoqué la notion du recueil du vécu des patients et on voit bien que lorsque ce vécu est adressé, il adresse des notions d'émotion, donc on vit dans le monde des émotions. Et puis, par rapport à ce qui a été évoqué et notamment dans la valeur ajoutée d'accorder de l'attention à cette expérience patient, au final, on a nécessairement plus le choix de faire fi de cet aspect-là. On est là au service de patients qui ont un vécu et une émotion. Et c'est impératif de parvenir à accorder de l'attention à cet aspect-là. Encore une fois, de notre côté, l'ensemble hospitalier de la Côte, on en est aux prémices, on est vraiment au tout début de cette approche. C'est la raison pour laquelle on est membre de
de SPX et puis que ces partages d'expériences sont utiles pour nous et utiles dans le chemin qui nous reste à conduire ensemble. Voilà, il fait beau sur l'Arc lémanique cet après-midi. On vous envoie beaucoup d'énergie positive sur les 4 pays avec qui on a partagé ce webinaire. Je réitère mes remerciements et je vous souhaite une bonne suite d'été à vous tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Très bien. Très bien. Parfait. Ouais. Il n'y avait rien à ajouter. Non, alors c'était chouette.